Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée aujourd'hui est tête de liste du Parti socialiste, ancienne ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également ancienne adjointe au maire de Lyon, chargée des grands événements, de la jeunesse et de la vie associative. Bonjour Nadja Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes rentrée finalement assez tôt dans la vie politique, vous n'aviez que 25 ans, vous étiez toute jeune juriste. Et à l'annonce du passage de Jean-Marie Le Pen au second tour, vous décidez de rejoindre le Parti socialiste. Alors, vous débutez aux côtés de Gérard Collomb, tout nouvellement élu maire de Lyon. Mais c'est véritablement en 2004 qu'une histoire se crée entre vous et la région qui est la nôtre, lorsque vous êtes élu conseillère régionale sur la liste de Jean-Jacques Kéran. Alors, entre 2004 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez notamment été ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement, mais également ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Et depuis 2017, vous vous êtes tenu quelque peu à l'écart de la scène politique. C'est tout récemment, début 2021, que vous décidez de revenir peut-être là où tout avait commencé pour vous, à l'échelle locale, en annonçant votre candidature à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, commençons, Madame Vallaud-Belkacem, par aborder les grandes lignes de votre projet, dont l'écologie, l'environnement de façon plus générale, figure parmi les principaux axes. En 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été reconnue comme la première région industrielle de France. En effet, la région recense une forte diversité de secteurs, métallurgie, caoutchouc, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire. Or, si cette activité industrielle génère plus de 18% de la valeur ajoutée de la région, celle-ci n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Alors, comptez-vous soutenir le développement économique de ces industries, tout en sachant qu'elles pourraient être la cause d'une importante pollution ? Bonjour et merci de l'invitation. D'abord, je suis ravie d'être là. Pour commencer tout de suite par répondre à cette question, je pense que nous avons une obligation, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. C'est celle d'assurer la prospérité économique de ce territoire parce que c'est de cette prospérité, de cette activité que dépend le bien-être des habitants. Les habitants ont besoin d'avoir des emplois, les habitants ont besoin de pouvoir se loger, de se nourrir. Et en même temps, cette prospérité économique, elle ne doit jamais se faire au détriment de l'environnement. Et nous avons aujourd'hui toute la recherche, tous les moyens, toutes les technologies nécessaires pour faire en sorte que cette activité économique soit de plus en plus décarbonée, pour utiliser le bon terme, c'est-à-dire soit de moins en moins consommatrice en ressources naturelles, soit de moins en moins polluante. Donc ce que je ferai, moi, et j'ai présenté ce matin même mon projet pour la région en matière économique, c'est que je soutiendrai avec ambition nos entreprises parce que nous avons besoin d'elles, mais j'y mettrai systématiquement une conditionnalité écologique, ce que je viens de rappeler, mais aussi une conditionnalité sociale. Parce que pour moi, il est tout aussi important qu'au sein de l'entreprise, eh bien, nous ayons de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une gouvernance qui tienne vraiment compte des salariés, pas simplement des actionnaires, que la région ne soit pas là finalement pour donner de l'argent à des entreprises qui les distribuent ensuite sous forme de dividendes à des actionnaires, mais donner de l'argent à des entreprises qui s'engagent à créer de l'emploi, à respecter leurs salariés et à protéger la nature. Je pense que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Madame Vallaud-Belkacem. Alors, vous avanciez également le fait que les femmes, je vous cite, soient les premières victimes et les plus nombreuses des dérèglements du climat. Pouvez-vous expliquer, sinon développer, ce parallèle entre écologie et féminisme ? Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». C'est un livre qui nous a été inspiré, parce qu'on était deux à l'écrire avec la philosophe Sandra Laugier, par la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques, sociales, sur tout le monde bien sûr, mais notamment sur les femmes. Parce qu'il est vite apparu que les premières victimes de cette crise ont été les femmes, à l'échelle de notre pays comme à l'échelle du monde. Et pire encore, bien sûr, dans les pays où ça va particulièrement mal, ça va de soi. Et en quoi est-ce que les femmes sont les premières victimes ? Eh bien, parce que ce sont celles qui sont le plus précarisées, le plus rapidement. Ce sont celles qui sont le plus en charge des personnes vulnérables de la famille, des enfants, des personnes âgées, etc. Et donc, celles qui s'exposent le plus à la pandémie. Et puis, en même temps, ce sont celles qui exercent le plus dans les métiers de première ligne, les soignants, etc., dont on a eu tellement besoin et aux conditions de travail d'ailleurs tellement
dégradée. Donc c'est à la fois, ces femmes sont les premières victimes et en même temps ce sont celles qu'on a le moins entendues pendant la crise. Ce ne sont pas elles qui étaient sur les plateaux télé, dans le leadership politique, dans l'expertise, à s'exprimer tout le temps, ou à finalement prendre les décisions. Donc ce problème-là, il m'en a rappelé un autre, et c'est là qu'on vient à parler d'écoféminisme, c'est la relation entre les femmes et les crises, cette fois-ci non pas sanitaires, mais climatiques. Et ce que je dis, au fond, c'est que quelle que soit la nature des crises, c'est toujours le même topo, ce sont elles les premières victimes. Les crises climatiques, elles nous fournissent de nombreux exemples de ça. Vous prenez l'ouragan Katrina il y a quelques années, vous prenez le grand tsunami en Indonésie, vous vous en souvenez au début des années 2000. À chaque fois, les femmes sont de façon disproportionnée surreprésentées parmi les morts, parmi les victimes. Et pourquoi ? Parce que à ces femmes, notamment dans les pays du tiers-monde, justement, généralement, on n'a pas appris à grimper aux arbres, on n'a pas appris à nager, on les a empêtrées dans des vêtements incommodes elles sont encore une fois en charge de la cellule familiale. Tout ça fait qu'elles sont particulièrement empêtrées quand il s'agit de fuir, de se sauver elles-mêmes, de se protéger. Donc, ce que je dis là, c'est que, encore une fois, la comparaison avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire est intéressante. Et pourtant, ces femmes, on les entend quasiment jamais quand il s'agit d'évoquer les questions d'environnement, alors que finalement, ce sont elles les principales victimes. Donc finalement, on répète toujours les mêmes erreurs. Et moi, ce que je voudrais, notamment à l'échelle d'une région comme la nôtre, c'est qu'on n'attende pas les crises pour se rendre compte qu'il y a un problème à ce que la moitié de l'humanité soit si peu présente dans la verbalisation des problèmes, la hiérarchisation des priorités, la prise de décision. Et c'est pour ça que je voudrais que notre région soit absolument exemplaire sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Très bien, merci beaucoup. Alors, en matière d'aménagement du territoire, maintenant, vous le savez, un bon aménagement du territoire est crucial pour la dynamique, la fluidité, mais également le bon fonctionnement général d'une région. Lors d'une entrevue pour France Bleu, vous avanciez des soucis avec les transports et déploriez que l'actuel président de la région, Laurent Wauquiez, ait supprimé leur gratuité pour les plus précaires. Alors, ma question s'articule autour de 2 points, Madame Vallaud-Belkacem. Allez-vous instaurer la gratuité des transports pour les plus précaires et si oui, sous quelles conditions ? Et que comptez-vous faire en matière de développement des transports en commun, notamment des TER ? Puisqu'il est vrai qu'il existe une certaine disparité en matière de transport entre l'Est et l'Ouest de notre région. L'ennui étant que le réseau ferroviaire est essentiellement constitué autour des grandes agglomérations, au détriment le plus souvent des connexions transversales Est-Ouest. Par exemple, 2h30 sont nécessaires pour effectuer 160 km entre Lyon et Clermont-Ferrand, soit près de 45 minutes de plus qu'en voiture. Alors comment comptez-vous remédier à ces carences en matière de transport ? Je pense que la question des transports est absolument symptomatique des errements de cet exécutif sortant à la région. C'est quand même une compétence absolument centrale de la région. Vous voyez, c'est pas le type de compétence dont on pourrait se dire si je n'interviens pas, une autre collectivité le fera à ma place. Soyons clairs, c'est une compétence centrale de la région, comme la formation professionnelle d'ailleurs. Depuis 2015, alors même qu'on connaissait tous les problèmes que vous venez d'évoquer, vous avez parlé du Lyon-Clermont, mais on pourrait parler du Lyon-Saint-Étienne, on pourrait parler du Lyon-Grenoble, on pourrait parler évidemment d'un certain nombre de petites lignes qui vont mal. Alors qu'on connaissait tous ces problèmes, aucun n'a été résolu. Aucun n'a été résolu et pire encore, d'autres se sont aggravés puisqu'on a fermé des petites lignes, on a fermé des gares, on a fermé des guichets. Donc en fait, là, c'est vraiment, le constat, il est simple, c'est 0 sur 20, pour parler simplement comme le ferait un professeur, sur une copie d'élèves. 0 sur 20. Sur la question des transports, la région a été absente. Donc qu'est-ce que nous ferions-nous ? Il faut tout reprendre à zéro. Il faut absolument tout reprendre à zéro. Typiquement, puisque vous parliez des petites lignes, commençons par celle-là, il faut les réouvrir. Typiquement, si on en veut une illustration, celle entre Boin et Thiers doit être réouverte. Puisque vous parliez des lignes bondées, par exemple, entre Lyon-Saint-Étienne ou Lyon-Grenoble, il faut commander des trains de grande capacité, nous le ferons. Puisque vous parliez des réseaux non électrifiés, comme par exemple Lyon-Clermont, il faut commander des trains à hydrogène. Donc, en fait, il faut aller à la fois vers le retour à ce qui existait dans le passé, qui était si utile, c'est-à-dire un aménagement ferroviaire du territoire avec ces petites lignes qui étaient tellement précieux et qu'on n'avait pas de raison de fermer. Et il faut aller vers le futur avec de l'innovation, notamment avec les trains à hydrogène.
Et puis surtout, il faut remettre en place la tarification sociale des transports. Remettre en place la tarification sociale des transports parce que rien que l'idée que des étudiants sans moyens, des apprentis sans moyens, obligés de se déplacer pour leur formation, dépensent à chaque fois 30-40 € dans le transport pour le faire, mais enfin, c'est pas possible. C'est le fait que les économies que M. Laurent Wauquiez se targue d'avoir fait depuis 2015 l'aient été essentiellement dans la poche des plus pauvres sur leurs tarifs de billets de train ou de billets de TER est un scandale. Les tarifications sociales existaient avant, elles n'existent plus maintenant. Nous les remettrons en place et nous les remettrons y compris en allant jusqu'à la gratuité, en effet, pour certains publics. La gratuité, elle concernera qui ? D'abord, elle concernera les transports scolaires, donc gratuité des transports scolaires partout sur le territoire de la région, alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ça dépend de quelle commune, quel département, etc. On habite. Gratuité des TER pour les jeunes de moins de 26 ans les plus précaires. Et pour le reste, tarification sociale et une offre à laquelle je tiens beaucoup, qui consistera à mettre des billets de TER et de train à 1 € le week-end, du vendredi au lundi, pour les jeunes qui rentrent chez eux parce qu'ils sont étudiants ou apprentis ailleurs. Et ça aussi, je crois que c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui permettra finalement, y compris de développer la pratique du train, tout simplement, la pratique du transport collectif. Après tout, justement, pour ces enjeux de transition écologique, il faut que ça fasse partie d'un habitus, en quelque sorte, de quelque chose de tout à fait normal et spontané. Donc, plus vous mettrez des trains accessibles et plus vous obtiendrez cela. Enfin, un dernier sujet en parlant de grands projets structurant en matière d'aménagement du territoire, évidemment le RER métropolitain sur lequel maintenant il va vraiment falloir avancer et pas, comme l'a fait le président sortant, attendre 3 jours avant l'élection pour prétendre s'y intéresser. D'accord. Sur la question de la ligne Lyon-Turin, vous avez à de nombreuses reprises affirmé un soutien à ce projet-là, qui est décrié par les écologistes comme beaucoup trop coûteux. Alors, en cas d'alliance avec Fabienne Grébert d'Europe Écologie des Verts, pourriez-vous renoncer à ce projet de grande ligne Lyon-Turin ? Moi, j'estime que, soyons clairs déjà sur le sujet dont il est question. Le Lyon-Turin, ça n'est pas notre compétence régionale, hein. Le Lyon-Turin, c'est un projet qui lie 2 États, la France et l'Italie, plus l'Union européenne. Voilà qui sont les acteurs compétents sur le tunnel Lyon-Turin. Voilà. La décision a été prise, les travaux ont déjà commencé. On dit toujours projet, mais en fait, c'est plus un projet. Les travaux, j'y étais encore récemment, sont déjà en cours. Ce qui est en question pour notre région et sur lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes peut agir ou pas, ou faire la morte comme elle l'a fait depuis 2015, grosso modo, c'est est-ce qu'on tire parti du fait que ce tunnel existe pour construire les accès à ce tunnel qui viendront grosso modo de Lyon pour remonter jusqu'à ce tunnel. Les accès ferroviaires à ce tunnel, ils ont l'immense avantage lorsqu'ils existeront de pouvoir relier Lyon à Grenoble, Lyon à Annecy, Lyon à Chambéry en beaucoup moins de temps que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à l'heure, vous disiez, oh là là, il vaut mieux prendre sa voiture que prendre un train. Vous parliez de Lyon-Clermont, mais on pourrait dire la même chose aujourd'hui à propos de Lyon-Annecy, Lyon-Chambéry. Demain, quand on aura construit ces accès au Lyon-Turin, eh bien, on aura donc ces voies qui nous permettront d'être beaucoup plus efficaces dans le transport, plus fluide, plus agréable pour les voyageurs, comme pour le fret. C'est ça que moi je veux. Et pourquoi je le veux ? Je le veux à la fois dans un intérêt justement de circulation, de moindre pollution de l'air, parce qu'à chaque fois qu'on fait prendre le train à des gens, c'est un peu moins de voitures sur les routes. Mais je le veux aussi pour des raisons d'emploi. Je le redis ici, moi je ne vais pas chercher midi à 14h. S'il fallait que je retienne une priorité pour cette région, c'est la question de l'emploi. Il faut que les gens puissent avoir un travail. On est en train de sortir d'une crise économique considérable. Vous êtes jeunes étudiants. Je ne doute pas que vous soyez extrêmement bien formés. Vous allez malheureusement vous rendre compte que même en étant qualifié et bien formé, quand on arrive dans cette période de crise économique, par le phénomène des files d'attente de diplômés d'années successives qui n'ont pas trouvé tout de suite leur premier emploi, etc., et dont les autres prennent la place, etc., il y a des jeunes parfaitement méritants, qui n'ont rien à se reprocher, etc., et qui vont passer 7 mois, 8 mois, 9 mois sans avoir leur premier emploi.
Le fait de ne pas avoir son premier emploi au moment où on devrait l'avoir est éminemment problématique, pas simplement parce qu'on n'arrive pas à payer son loyer, subvenir à ses besoins, passer pour de vrai à la vie adulte, mais aussi parce qu'on perd confiance en soi, parce qu'on ne sait plus où on en est, parce qu'on ne trouve plus sa place dans la société. Moi, je vais vous dire, le problème principal que j'identifie aujourd'hui dans notre région, c'est celui-là. Le sujet principal sur lequel je voudrais que notre région s'investisse et s'implique, c'est à mettre en emploi tous les jeunes de 18 à 30 ans qui en ont besoin. Donc pour finir, les accès au Lyon-Turin dont on vient de parler, par exemple, c'est 10 000 emplois. Est-ce qu'on dit non à 10 000 emplois pour je ne sais quelle raison ? Merci beaucoup, Madame Vallaud-Belkacem. Alors, à propos des lycées et de l'insertion professionnelle des jeunes, le 21 avril dernier, vous déploriez à l'antenne de France Inter le fait que le gouvernement n'apportait aucune réponse aux jeunes dans cette crise. Alors, la région ayant la main sur les lycées et la formation professionnelle, peut-elle, dans le programme qui est le vôtre, apporter une réponse claire et fiable aux jeunes oralpins ? Alors, la région est vraiment un acteur pivot sur la question de la jeunesse. Pour le dire même autrement, un acteur central, parce que des fois je me rends compte que les mots ne parlent pas vraiment, un acteur central sur la question de la jeunesse. Pourquoi ? Parce que elle a la chance, cette collectivité, c'est pour ça qu'elle est désirable d'une certaine façon, qu'on a envie d'y exercer des responsabilités. C'est parce que c'est une collectivité qui a la chance d'être en charge des lycéens. C'est quand même un âge absolument charnière. Vous voyez, c'est la fin de l'enfance, le moment où ils vont acquérir petit à petit leur indépendance. Des étudiants, donc de toute la question des campus universitaires, des résidences étudiantes, etc. Des apprentis. Donc, en fait, elle a en charge aussi bien l'enseignement général, entre guillemets, que l'enseignement professionnel, l'enseignement en alternance. Donc, elle a toute cette partie-là en charge. Et elle a la formation professionnelle, donc ce qui vous permet de rebondir dans la vie, de changer, de vous reconvertir professionnellement, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent cette formation professionnelle. Elle a en charge le développement économique. Donc, en fait, c'est la mieux placée comme collectivité pour faire le lien, par exemple, entre les jeunes qui cherchent un travail et les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. J'en oublie et des meilleurs. Ayant en charge, bon, si on pourrait dire aussi le transport, elle peut intervenir sur le logement, etc. etc. Donc maintenant, ayant en charge tout ça, vous reprenez la situation d'un jeune en souffrance qui ne s'est pas vu aidé par l'État, contrairement à ce qu'on dit ici ou là. Hein, soyons clairs, enfin, je veux dire, moi, j'ai décidé de ne plus mesurer ou de ne plus peser mes mots. Soyons clairs, l'État, le gouvernement aurait dû faire 10 fois plus qu'il n'a fait s'agissant de la jeunesse. C'est incompréhensible. À partir du moment où l'État, le gouvernement, accepte de dépenser quoi qu'il en coûte, compte tenu de la gravité de la crise, adopte un plan de relance à 100 milliards d'euros où on va aider y compris des secteurs parfois qui n'en avaient pas besoin. Il ne peut pas dans le même temps dire « Ah ben non, pour les jeunes là qui s'entassent devant les files alimentaires, je ne sais pas faire, je ne peux rien faire, je ne veux pas faire parce que je ne veux pas promouvoir l'assistanat ». C'est pas possible. Donc ça, c'est une hérésie. D'ailleurs, la preuve que ce gouvernement en a conscience, qu'il a été complètement à côté de la plaque et nul sur ce sujet, c'est que la plupart de ces candidats au régional, je ne parle pas de cette région-ci, hein, mais Laurent Saint-Martin, par exemple, en Île-de-France, des candidats au régional qui appartiennent pourtant à cette majorité-là, dans leur campagne pour les régionales, soudain, ils inventent un revenu solidarité jeunesse, etc. Le même qu'ils ont refusé de donner au niveau national. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, faisons-le simplement remarquer. L'État n'a pas été au rendez-vous. Et donc, puisque l'État n'est pas au rendez-vous, comme à chaque fois, les collectivités doivent pallier. Et il y a les collectivités qui comprennent pourquoi il faut le faire et qui y vont. Il y en a d'autres qui ne comprennent rien et qui n'y iront pas. Moi, ce que je souhaite, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes vienne pallier. Elles viennent pallier comment ? Elles viennent pallier en répondant à la problématique logement, la problématique alimentation, la problématique grande précarité et notamment avec un revenu solidarité jeunesse. Et ce que je disais tout à l'heure, la problématique accompagnement dans la formation et dans l'emploi. Donc c'est un plan très global que nous proposons pour la jeunesse, dont je considère que finalement c'est la priorité de ces 5 ans, 6 ans qui viennent. Et ce revenu solidarité jeunesse, il serait du coup accessible à partir de quel seuil de revenus ? Est-ce que ce serait par exemple déjà calculé sur le revenu des parents ou alors sur la situation pure des étudiants en précarité ? Alors, la question, c'est vraiment le jeune individuellement parlant. En fait, nous avons décidé, parce que il y a plein de réponses différentes qui peuvent être apportées.
Nous, la façon dont nous nous saisissons du sujet, c'est que nous prenons d'abord le sujet par le prisme de l'emploi, ce que je vous disais tout à l'heure, l'accès au premier emploi. Pour faire tout ce travail autour de l'accès au premier emploi, nous chargeons une agence, l'agence actuelle de développement économique qui existe, qui fonctionne, mais à laquelle nous allons demander de se recentrer pendant 2 ans vraiment sur la problématique de l'accès au premier emploi. Cette agence, elle va être en charge de recevoir les jeunes, de visualiser avec eux leurs compétences, les offres existantes, faire se rencontrer tout cela, les coacher, les former si besoin, décider de lever les freins qui peuvent exister au moment de la signature d'un contrat d'embauche, les freins pouvant venir soit de l'entreprise qui dirait « mais je ne suis pas sûre d'avoir vraiment les moyens de payer un jeune », auquel cas cette agence prendra en charge par exemple le salaire de la période d'essai du jeune. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on met en place. Mais lever les freins aussi du jeune, quand le jeune dit l'emploi me va bien, je serai prêt à le prendre, mais le problème c'est qu'il est à Clermont et moi je suis à Lyon et je n'ai pas les moyens de me transporter ou de me loger. Nous prendrons en charge le transport, le logement, etc. Dans ce travail, donc finalement assez complet, en gros, où on accompagne le jeune jusqu'à la signature du contrat de première embauche, dans ce travail-là, nous allons repérer des jeunes qui, en fait, sont dans une telle précarité que cette précarité empêche leur insertion, qu'ils n'ont même pas les moyens de s'habiller pour aller passer un entretien, etc. Donc, c'est dans ce repérage-là très fin que le revenu solidarité jeunesse sera versé. Donc, c'est une situation individuelle. Vous voyez que dans ce type de situation individuelle, finalement, vous pouvez trouver des jeunes dont les parents ont les moyens mais qui sont en rupture avec eux, tout comme des jeunes qui viennent de familles qui n'ont pas les moyens. Mais c'est cette individualisation du repérage et de l'accompagnement qui me paraît moins intéressant. Et pour répondre à votre question, l'idée, c'est que ce revenu de solidarité jeunesse soit du montant du RSA, simplement qu'il soit adressé, donc, y compris à des moins de 25 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est tout le drame. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse, très claire. Alors, vous disiez également, je cite, que la formation professionnelle a été laminée dans notre région depuis 2015, donc depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez. Alors, il est vrai que de nombreux jeunes font état de leurs grandes difficultés dans leur recherche de stage, d'alternance, mais également de formation professionnelle. Et à ce propos, vous souhaitiez mettre en place passer le nombre d'entrées en formation professionnelle de 100 000 à 500 000 entrées par an. Alors, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour favoriser cette insertion professionnelle et parvenir à ce fameux chiffre des 500 000 entrées par an? Oui, je pense vraiment, en fait, moi je me suis rendu compte que souvent l'opinion publique, les gens de manière générale, n'ont pas forcément conscience de l'importance de la formation professionnelle. En fait, ils identifient bien évidemment ce que c'est que la formation initiale. On va à l'école primaire, au collège, au lycée, lycée général, professionnel, technique et à l'enseignement supérieur. Ça, c'est en gros le parcours, on va dire, 100 heures d'un jeune qui fait toute sa scolarité. Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que tout aussi importante que cette formation initiale est la formation dite continue, c'est-à-dire la formation à laquelle on peut accéder, soit finalement parce qu'on s'est trompé dans ses études et ce sur quoi tout ça a débouché, c'est pas du tout ce qu'on voulait et qu'on veut recommencer, soit parce que sans s'être trompé, on a commencé une première vie active et puis que finalement on veut se reconvertir à autre chose parce qu'on cherche plus de sens à sa vie, etc. dans son job, soit parce qu'on a été décrocheur scolaire et que finalement ça n'est que vers 25-26 ans qu'on se remet dans le goût d'apprendre quelque chose, de se former à un métier. C'est ça la formation professionnelle, la formation continue. Elle est éminemment importante pour les individus parce que en fait, c'est ce qui vous permet d'espérer encore avoir quelque chose. Vous voyez, d'avoir des aspirations, d'avoir des perspectives. Parce que sinon, si vous ne l'avez pas, cette formation professionnelle, juste vous partez du principe que c'est fini pour vous. Non, je ne pourrai jamais être menuisier puisque je n'ai jamais été formée à la menuiserie, vous voyez. Et même s'il y a plein de postes qui s'ouvrent là sur mon territoire de chaudronnier, de toute façon, je ne pourrai jamais être chaudronnier puisque je n'ai pas été formée à la chaudronnerie. Donc en fait, s'en prendre à la formation professionnelle, c'est s'en prendre aux espoirs, c'est s'en prendre aux perspectives, à la possibilité de rebondir, de trouver un emploi. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand les gens passent par cette formation professionnelle, en général, à la clé, 80% de chances, ils ont un CDI.
direct, dans la foulée, tellement c'est précieux et utile. Donc le fait que M. Wauquiez, depuis 2015, ait rogné les fonds de la formation professionnelle, mais à hauteur de 150 millions d'euros qui ont été retirés du budget de la région à proprement parler, mais bien plus en réalité qu'il n'est pas allé chercher auprès de l'État, alors que l'État les mettait à sa disposition. On considère que c'est quelques 800 millions d'euros qu'il n'est pas allé chercher, alors qu'il aurait pu en faire bénéficier les habitants de cette région. Donc le fait qu'il ait rogné tout ça, qu'il ait fait de notre région, qui en 2015 était la première en formation professionnelle, aujourd'hui l'avant-dernière en formation professionnelle, avec moins de 100 000 entrées en formation professionnelle sur l'ensemble du mandat. Qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète ? Ça a comme conséquence concrète que 130 000 demandeurs d'emploi de notre région n'ont pas pu avoir accès à ces formations pro. Et qui n'y a pas eu accès, n'a pas eu de CDI, etc., etc. Mais vous vous rendez compte la perte de chance ? C'est pour ça que moi, je ne supporte pas qu'on me parle de la soi-disant bonne gestion de M. Wauquiez à la tête de la région. C'est une plaisanterie. Faire des économies sur le dos des chômeurs ou des plus pauvres, ça n'est pas une bonne gestion. Donc nous ferons l'exact inverse, c'est-à-dire que nous réinvestirons dans la formation professionnelle. Nous allons en créer 500 000, donc multiplié par 5 par rapport à l'existant. Nous allons veiller à ce qu'elle soit évidemment dans tous les territoires et pas seulement dans les grandes métropoles, etc., inaccessible pour les gens qui sont dans le Cantal, qu'elle soit adaptée évidemment au tissu économique, aux besoins des entreprises, parce que c'est insupportable aussi pour un employeur de ne pas trouver, alors qu'il a des postes vacants, là, de ne pas trouver de candidats bien formés pour les exercer. Et puis surtout, ce que nous ferons, et j'insiste là-dessus, c'est que souvent, notamment lorsqu'il s'agit par exemple de jeunes parents ou des choses comme ça, accéder à cette formation professionnelle nécessite d'être soulagé de certaines contraintes, garde d'enfants, transport. Là-dessus, nous interviendrons aussi. C'est-à-dire que la région va vraiment jusqu'au bout. Elle veut sincèrement former les gens pour leur permettre d'être en emploi. Donc il y aura des aides également pour la garde d'enfants, tout sera pris en charge. D'accord. Alors, Laurent Wauquiez, le président, avait également mis en place une bourse au mérite pour tous les bacheliers ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat. Alors, que pensez-vous de cette initiative mise en place par la droite et comptez-vous la maintenir lorsque vous serez à l'hôtel de région ? Je n'aime vraiment pas qu'on fasse de l'idéologie sur ces sujets-là, et c'est ce qui a été fait au fond. Je veux dire, personne n'est contre le mérite. Tout le monde trouve ça formidable que des gens soient méritants. Après, maintenant, il faut être un petit peu plus intelligent, interroger la notion de mérite. Est-ce que dans les faits, objectivement, tous les gens qui arrivent à avoir les meilleures mentions sont tous des gens qui le méritaient, et ceux qui n'ont pas obtenu de mention étaient tous des gens qui ne le méritaient pas? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut grandir sur ces questions-là. Et je ne crois pas que M. Wauquiez soit déjà arrivé à ce niveau-là de réflexion. Donc, je pense qu'on peut tout à fait reconnaître le mérite des gens en ayant conscience, en objectivant la réalité, y compris sociologique, de ce qu'est la réussite scolaire, etc. Reconnaître le mérite des gens, les valoriser. On le faisait, nous. Moi, j'ai appartenu à la région Rhône-Alpes à l'époque. On remettait des trophées, par exemple, aux meilleurs apprentis, aux meilleurs. Enfin, voilà, il y a une façon de reconnaître le mérite. La question des bourses est une question très importante. La question des bourses, elle doit être d'abord sociale. Pourquoi est-ce qu'on verse des bourses à des étudiants ? J'étais ministre de l'enseignement supérieur, si vous voulez. Sous mon égide, lorsque j'étais ministre, il y a eu 140 000 étudiants de plus qui percevaient des bourses, et y compris d'ailleurs aussi bien des très pauvres que le début de la classe moyenne, qui souvent en fait est un peu lésée dans cette histoire, était un peu lésée, justement, c'est ce que j'ai corrigé. 140 000 étudiants qui ne percevaient pas de bourse avant, qui se sont mis à percevoir des bourses avec moi, parce que les étudiants en ont besoin, tout simplement. C'est un sujet social, c'est pas un sujet pour se faire plaisir, se glorifier, se valoriser d'avoir été le meilleur ici ou là. C'est un sujet social, c'est pour payer son logement, c'est pour payer sa sortie du mois, c'est pour payer une nourriture d'à peu près bonne qualité. Voilà à quoi ça sert les bourses. Et donc, pour répondre à votre question, moi, plutôt que de m'amuser avec ce genre de débat toujours très idéologique, etc., je vais vous dire ce que je ferais.
À la région, nous sommes responsables, on n'entend jamais le président actuel en parler, mais des formations sanitaires et sociales. Vous savez, tout ce qui est formation pour être infirmier, aide-soignant, etc., dans l'enseignement supérieur, j'entends. Donc ces formations-là, dans l'enseignement supérieur, elles dépendent de la région. C'est les seules qui dépendent directement de la région. Les étudiants dans ces formations-là, surtout qu'il s'agit donc d'étudiants à être infirmiers, aide-soignants, éducateurs spécialisés, sages-femmes, que des choses dont on a absolument besoin, que des métiers dont on a absolument besoin. Les étudiants dans ces formations-là, je m'engage à augmenter leur bourse sociale de 30%. Parce que, pour le coup, on a un problème d'attractivité de ces métiers, y compris de ces études, qu'on pourrait avoir plus de monde et qu'en même temps, je le vois bien, c'est souvent des populations plutôt précaires qui sont attirées, qui viennent à ces métiers-là, à ces formations-là. Donc là, je veux bien intervenir sur ce sujet, oui. Alors, à propos de précarité, dans une étude publiée le 7 avril 2021, l'INSEE fait état d'un accroissement de la proportion de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans certaines métropoles de notre région. La ville de Saint-Étienne est une des plus touchées, même la plus touchée, avec 19% d'habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté. Quant à l'ensemble de la région, l'étude montre également que 12,7% des Oralpins vivent avec moins de 1 087 € par mois. Alors, fin mars, un rassemblement avait eu lieu à Clermont-Ferrand pour dénoncer l'érosion du pouvoir d'achat des administrés qui n'a fait que s'accentuer depuis le premier confinement. Comme vous l'avez si bien dit, les jeunes sont très touchés également. 10% d'entre eux sont en situation de précarité et un tiers des étudiants français vivent avec moins de 600 € par mois. Alors, envisagez-vous, Madame Vallaud-Belkacem, des mesures de soutien au pouvoir d'achat des classes populaires et des jeunes? Et si oui, par quels moyens et sous quelles conditions seront-elles mises en œuvre? Oui, le soutien au pouvoir d'achat, il le faut absolument. Quel que soit le niveau de collectivité ou d'État qu'on est, il faut vraiment qu'on se pose la question du pouvoir d'achat des gens. Parce que, au fond, vous savez, c'est ça l'entrave principale et la boule au ventre principale des gens. C'est cette idée de ne pas pouvoir finir le mois. Donc, si vous reprenez toutes les mesures que j'ai commencé à vous dessiner, vous vous rendrez compte que dans chacune d'entre elles, il y a cette volonté de soutenir notamment ceux qui sont en difficulté sociale. J'en prends quelques exemples pour aller vite. Dans les lycées, nous allons mettre en place le repas à la cantine à 1 € pour les familles les plus défavorisées. Bon, dans les transports, j'ai parlé de la gratuité des transports scolaires, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans les plus précaires, la tarification sociale qui revient. Tout ce que j'ai évoqué sur les jeunes, le soutien à l'emploi, le soutien à leur logement, le soutien à leur transport, là encore, ou à leur formation, c'est du pouvoir d'achat en réalité. Y compris prendre en charge la garde des enfants des personnes qu'on forme professionnellement, c'est du soutien au pouvoir d'achat. Sur la question de l'alimentation, plus généralement, je trouve que dans une région comme celle-là, franchement, c'est terrible, c'est vraiment un gâchis que de ne pas profiter d'avoir à la fois des agriculteurs qui ne demandent qu'une chose, c'est que leurs produits locaux de qualité soient davantage distribués finalement auprès du plus grand nombre, et d'avoir des familles qui malheureusement souffrent soit d'obésité, soit de problèmes physiques et de santé importants, et leurs enfants aussi, parce qu'ils consomment trop d'aliments surtransformés, etc., etc. Il y a un moment où la région, elle est au milieu de tout ça, et il faut quand même qu'elle connecte les points, comme on dit. Connecter les points, c'est quoi? C'est ce que je ferai, je m'y engage. C'est travailler avec la grande distribution, contractualiser avec la grande distribution pour que dans les magasins, les grandes surfaces, les produits de nos terroirs, comme on dit, de nos agriculteurs soient beaucoup plus présents, pour qu'un nombre plus important de familles puissent y avoir accès à un prix qui soit un prix raisonnable. Ce travail-là de contractualisation qui a été fait en Occitanie, par exemple, et qu'on n'a pas ici, c'est ce qui permet aussi d'assurer aux agriculteurs un plus juste revenu, une plus juste rémunération. Vous savez qu'ils sont en souffrance absolue. Je veux dire, ils ne vivent pas de leur activité, ce qui est monstrueux. Et donc, il nous faut absolument intervenir là-dessus. Toujours pour les aider à vivre davantage de leur activité, la région se portera elle-même acquéreuse de leurs produits pour à la fois les cantines des lycées, on en a parlé tout à l'heure,
mais aussi pour les distribuer à toutes ces épiceries sociales et solidaires, associations, résidences étudiantes, dans lesquelles des gens font la queue pour avoir accès à des paniers repas. Autant qu'ils aient accès à des paniers repas de nos agriculteurs et qui soient en plus de bonne qualité. Donc c'est tout ce travail-là qui permet aussi de récupérer du pouvoir d'achat et de s'accoutumer aussi à finalement à manger mieux, à respirer mieux, à vivre mieux. Donc voilà quelques exemples. Je suis sûre que d'autres vont me revenir, mais... pardon. Si, une mesure pouvoir d'achat très très importante en parlant de logement. Je le disais tout à l'heure, nous avons depuis 2015 déserté la question du logement, déserté d'ailleurs aussi la question de la politique de la ville, de la réhabilitation urbaine, tous ces sujets-là qui sont quand même pas des petits sujets, au moment où on s'inquiète de ce que deviennent nos banlieues, nos quartiers, etc. Enfin, nous allons revenir. Il faut que nous revenions. Il faut redevenir sérieux sur ces sujets-là. Revenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aider au financement de la construction de logements sociaux, de logements étudiants, et si possible de logements étudiants haute qualité environnementale avec des espaces de coworking, etc. Enfin, des choses qui font que c'est agréable d'y vivre, de logements pour les apprentis, de logements d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Sur tous ces sujets-là, nous allons revenir. Et nous allons enfin faire quelque chose d'assez inédit qui n'existait pas dans cette région. Nous allons créer une foncière régionale solidaire. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça veut dire que la région elle-même acquérera des terrains et des murs, ce qui lui permettra de permettre, au fond, à des jeunes ménages d'accéder à la propriété. C'est un mécanisme que la loi autorise, que la loi permet, dans lequel, au fond, ces jeunes ménages vont accéder à la propriété à des tarifs défiant toute concurrence, généralement jusqu'à 30% moins cher que le prix du marché, parce que c'est notre collectivité qui aura acheté le foncier au préalable et qui l'aura mis à disposition des ménages qui ne payent eux que les murs. Donc ça, par exemple, l'accès à la propriété, c'est quelque chose d'assez nouveau et sur lequel je voudrais que la région aille. Et cette foncière régionale solidaire, elle aura aussi un autre intérêt, c'est qu'elle pourra acheter des locaux pour cette fois-ci y mettre des activités, par exemple des commerces de proximité dans des communes dans lesquelles on n'en a plus, par exemple des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des structures culturelles qui ont un mal fou à se loger. Cette foncière régionale solidaire, elle servira notamment à cela. Donc, vous voyez, tout ça, finalement, c'est du pouvoir d'achat, notamment s'agissant du logement pour les ménages. C'est du pouvoir d'achat qui est redonné. Et les conditions d'accès à ce dispositif d'achat à moindre coût, d'accès à la propriété est accessible. Enfin, les conditions ont été fixées ou pas d'accès à ce dispositif ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est à la fois acquérir du terrain dans des zones très denses et dans des zones, à contrario, où on voudrait justement qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, en fait, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire. Donc, en fait, on va répartir ce foncier qu'on va acheter un peu partout en fonction des critères que je viens d'évoquer. Et c'est des ménages qui, finalement, seront volontaires pour accéder à cette propriété, qui candidateront. Et on sait qu'ils seront nombreux et on acceptera les dossiers et ils pourront en bénéficier. Et ce sera en fonction des revenus. Oui, bien sûr. Ah oui, pardon, j'avais pas bien compris votre question. Excusez-moi. Non, bien sûr, évidemment, l'idée, c'est que cela profite à des ménages auxquels les banques ne prêteraient pas. Lorsque vous êtes un ménage auquel une banque prête sans difficulté pour acquérir votre appartement, vous n'avez pas forcément besoin de la collectivité publique. Très bien. Donc en fait, on vise plutôt les jeunes travailleurs, ceux qui viennent de s'installer en couple, etc. et qui n'ont pas encore vraiment toutes les garanties que les banques leur demandent. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est également la deuxième région économique de l'Hexagone, qui rayonne de par son fleuron entrepreneurial, ses industries dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également de sa culture qui a été très fortement touchée par la crise du Covid-19, tout comme le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. À ce sujet-là, Laurent Wauquiez avait débloqué 240 millions d'euros d'aide aux PME et aux filières telles que l'événementiel, le BTP, la culture ou encore le tourisme. Alors, comptez-vous continuer à soutenir les entreprises qui ont été très fortement touchées par la crise ? Et si oui, quels moyens seront-ils mis en œuvre pour y parvenir ? Oui, absolument. Je pense vraiment que dans cette période très particulière que nous sommes en train de vivre, j'espère, sortie de crise, relance, reconstruction, reprise,
le terme que vous voulez, il y a un besoin que la collectivité publique régionale soit aux côtés de ces entreprises. Moi, je n'ai pas le moindre doute sur le sujet parce qu'en vérité, elles vont traverser un sale quart d'heure pour beaucoup d'entre elles, notamment les TPE, PME, qui, lorsque les prêts garantis par l'État, qui ont été bien utiles, heureusement qu'ils étaient là, mais ils vont quand même s'arrêter à un moment donné, va se poser la question de leur remboursement, va se poser la question de la viabilité des entreprises qui ont été finalement un petit peu soutenues, mais sans remplir jamais le carnet de commandes. Enfin, voilà. Donc, elles vont devoir refaire leur trésorerie. Et donc, la question, c'est quelle est la façon la plus efficace de les aider quand on est collectivité régionale ? Ma réponse, c'est ça n'est pas avec des subventions ou des avances remboursables qu'on est le plus efficace. Il faut là aussi innover, il faut entrer directement au capital des entreprises. Ce dont elles ont besoin, c'est de fonds propres. Donc la région apportera de l'argent frais à ces entreprises qu'elle investira. Donc nous mettons en place pour le faire ce qu'on appelle un fonds impact avenir qui aura une puissance de feu d'1 milliard d'euros. Ces 1 milliard d'euros, ils seront abondés pour partie par la région à hauteur de 200 millions et pour le reste par le secteur bancaire et par l'épargne des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous allons inviter à rejoindre cet effort-là. Il faut avoir en tête que c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça va mal dans notre pays compte tenu de la crise économique, etc. Mais il y a aussi des gens qui, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, ont beaucoup épargné, mis de côté. Cette épargne, plutôt que de la laisser dormir je ne sais où, ils peuvent tout à fait voir un intérêt à l'investir dans l'économie de leur territoire. C'est quand même notre intérêt collectif que cette économie se porte bien, etc. Les entreprises qui en plus innovent, qui relocalisent de l'activité, qui se dirigent vers la transition écologique, tout ça, on a envie de les aider en fait, ces entreprises-là. Et en devenir finalement actionnaire d'une certaine façon, parce que tout ça se fera par l'achat d'actions, en devenir actionnaire nous fait contribuer à leur succès, qu'on soit collectivité régionale, qu'on soit secteur bancaire donc, ou qu'on soit épargnant individuel. Donc en fait, le fonds Impact Avenir, il aura vraiment vocation à aider les entreprises à traverser cette mauvaise passe, rebondir fort, innover, s'orienter vers les mutations nécessaires, créer de l'emploi. La seule chose que nous demanderons avant de rejoindre ces entreprises-là, c'est qu'il y ait de la création d'emplois. C'est-à-dire, en gros, on ne met pas de l'argent pour que ce soit versé en dividendes aux actionnaires. Merci. C'est qu'il y ait de la création d'emplois et c'est qu'il y ait justement cet effort fait sur la décarbonation de l'activité. Et ça, tout le monde le comprend bien. Très bien. Alors, une dernière question sur la culture. 2 dernières questions. Le monde de la culture, nous l'avons rapidement abordé, a été, comme nous l'avons dit, le grand perdant de la crise. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées, opéras sont fermés depuis plus de 6 mois et n'ont pu réouvrir que quelques mois en 2020, avec toutes les conséquences qui en découlent, bien sûr. Alors, ma première question, quelles sont les mesures d'aide et de soutien au secteur de la culture que vous souhaiteriez mettre en œuvre ? Et enfin, comment la région pourrait-elle augmenter son attractivité en se basant sur le développement du secteur culturel ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais j'ai été en charge de la culture quand j'étais dans l'exécutif régional. À l'époque, c'était Rhône-Alpes, mais voilà. Vous étiez un bébé, mais sachez que j'ai déjà exercé des responsabilités à la région. C'était à l'époque la région Rhône-Alpes, et que j'étais vice-présidente en charge de la culture. Donc, c'est un sujet pour lequel j'ai pas simplement une connaissance de ce qui peut être fait ou pas fait, j'ai surtout une passion absolue parce que j'ai sillonné déjà tous les territoires et tous les lieux culturels de cette région Rhône-Alpes de l'époque. Et donc, ce qui me frappe, on va commencer par ça. Ce qui me frappe, c'est que depuis 2015, alors que c'est devenu Rhône-Alpes-Auvergne et qu'on aurait pu s'attendre à ce que justement dans toutes les mutualisations, toutes les synergies, toutes les complémentarités, etc., il y ait notamment celle de la culture, en fait, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que normalement, les festivals auraient dû s'enrichir les uns les autres, entre ceux d'Auvergne et ceux de Rhône-Alpes. On aurait dû avoir un rayonnement plus grand, un soutien plus grand venant de la région. Honnêtement, je n'ai rien vu de tel. J'ai essentiellement vu une culture mise au pas par le président de la région sortant, avec un certain nombre de festivals qui ont cessé d'être financés pour des motifs à chaque fois... typiquement, un certain nombre de festivals de cinéma gays et lesbiens, par exemple, qui ont arrêté d'être financés au motif que ça déplaisait, etc. etc. Bon, donc, il y a un vrai sujet
déjà à remettre d'aplomb, c'est la collectivité publique n'intervient pas dans les choix éditoriaux et artistiques de la culture, de grâce. De grâce, on mélange pas tout. On n'est pas là pour dire si on aime ou on n'aime pas. On soutient la création artistique et on soutient l'animation des territoires. Bon, deuxième chose qui m'a vraiment frappée, c'est de voir qu'on vient de traverser quand même pour les acteurs culturels un moment de crise sanitaire et économique, mais terrible. Je veux dire, ça a été terrible pour nous tous, pour plein de gens, on sait bien malheureusement. Mais les acteurs culturels, disons que c'est pas seulement un métier qu'ils exercent, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de se voir dans les yeux du public. Ne plus avoir de public, ça tue la créativité. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en télétravail, etc., etc. Et donc ces acteurs culturels, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point ils n'ont pas été réunis, associés à une réflexion régionale sur comment on reprend après. C'est quoi les conditions de la reprise culturelle, en quelque sorte, qui va quand même bien finir par arriver bientôt? Aucune réflexion là-dessus de grande ampleur ou de grande ambition, alors même que, et c'est là qu'on passe vraiment à côté du sujet, alors même que je suis persuadée qu'à la sortie de cette crise, nous allons vivre potentiellement un âge d'or de la culture. Je le dis souvent, mais pourquoi? C'est pas par juste optimisme effréné, c'est parce que, mais regardez-vous, regardez-nous, je veux dire, on n'en peut plus de Netflix, quoi. On n'en peut plus de la télévision, on veut sortir, on veut aller au spectacle, on veut aller au concert, on veut aller au théâtre, évidemment. Et tout le monde est pareil, tout le monde voudra aller à la culture. La question, c'est la collectivité publique, qu'est-ce qu'elle fait pour organiser les choses, que ça se passe bien? Pour organiser le retour des artistes dans de bonnes conditions, pour organiser la démocratisation de l'accès à la culture, pour que ce soit pas trop cher pour voilà, par exemple les jeunes qui voudraient aussi en profiter, mais si ça coûte 100 €, c'est compliqué. Bon. Donc c'est sur tout ça qu'il faut travailler. Et enfin, le troisième sujet sur lequel il faut travailler, à mon sens, c'est, là pour le coup, cette culture, elle va quand même souffrir d'une chose. Et je le sais parce que j'ai une activité dans le monde de l'édition. Vous me direz, c'est pas de la culture, mais c'est quand même presque, c'est un peu de la culture. C'est-à-dire que dans le monde de l'édition, je dirige une collection de livres chez Fayard. Et je vois bien à quel point ça a été douloureux pendant la crise sanitaire où finalement les sorties de livres, etc. se sont arrêtées, un peu comme les sorties de spectacles ou de films et tout ça, et qu'il y a eu une espèce de file d'attente. Parce que ça m'a amenée, moi, comme directrice de collection, à devoir dire à certains de mes auteurs, je suis désolée, en fait, là, même quand ça réouvrira, même quand on pourra sortir des livres, on va devoir renoncer à certains de vos livres. Dire à un auteur, on va devoir renoncer à ton livre alors qu'il l'a écrit, ce sera comme pour un directeur de salle dire à une compagnie, on va devoir renoncer à ton spectacle parce qu'on va pas pouvoir passer des spectacles tous les soirs, tu comprends, même quand on aura réouvert. Donc en fait, cette file d'attente qui se crée, elle est terrible et elle va porter préjudice à quoi exactement? À l'émergence artistique. L'émergence artistique parce que en effet quand tout réouvre et qu'on ne peut pas tout faire passer et qu'on a besoin quand même de se refaire une santé financière, etc., on a tendance à plutôt faire passer devant les auteurs les plus connus s'agissant de l'édition, les compagnies les plus connues ou les spectacles les plus connus, les plus célèbres, etc., s'agissant du spectacle vivant. Donc tous ceux qui étaient des émergents moins connus et tout ça risquent de passer à la trappe. Là encore, la collectivité publique régionale a un rôle à jouer. Elle revient là, mais il faut s'y intéresser, il faut être sérieux. Elle revient et elle soutient l'émergence sérieusement avec un vrai plan pour l'émergence, pour ne pas la laisser passer à la trappe. Pour pouvoir faire tout cela, il faut un budget qui soit à la hauteur. Donc moi, je propose de faire une chose très simple, c'est que nous prenons le budget actuel de la culture et nous le doublons. Nous le multiplions par 2. Il est de 60 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est quand même relativement faible. On le multiplie par 2 pour arriver à 120 millions. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Nadjat Vallaud-Belkacem d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour la mise à disposition du matériel technique, mais également des locaux. Et enfin, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette interview sur notre site internet polygone.org ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'était le grand entretien avec Nadjat Vallaud-Belkacem. Excellente journée à tous.